Il était exactement minuit et 4 minutes quand la porte d'entrée a grincé avant de claquer bruyamment. Fort, maladroit, négligent. J'étais debout dans la cuisine de notre maison de Boulogne-Billancourt, les lumières tamisées, les bras croisés, ma tasse de tisane intacte refroidissant sur le plan de travail derrière moi. Ça faisait presque 1 heure que j'étais là, à attendre, sans faire les 100 pas, sans respirer fort, juste à attendre comme un ressort tendu. Le cliquetis de ses talons a suivi. Camille, ma femme, directrice du département de sciences sociales à l'université Panthéon-Sorbonne. Ma femme qui, quelques heures plus tôt, m'avait dit qu'elle allait boire un verre rapide avec des collègues de travail. Elle a trébuché en entrant dans la cuisine, sa veste à moitié tombée d'une épaule, son eyeliner coulant comme si elle avait pleuré ou dansé, et ses cheveux, d'ordinaire tirés en un chignon impeccable, étaient maintenant ébouriffés et emmêlés. Mais la première chose que j'ai remarquée n'était pas son apparence. C'était l'odeur. Tabac, alcool, sueur. Un brouillard d'air de boîte de nuit saturée de basse qui s'accrochait à elle comme des aveux. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas bougé. Tu es en retard, ai-je dit, laissant le silence presser autour de ces quelques mots. Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois encore debout. Julien, s'il te plaît, a-t-elle soupiré, retirant ses talons en titubant. J'étais sorti avec les filles. Ne commence pas avec ça maintenant. Je me suis avancé, lent et délibéré. Tu avais dit un verre. Tu n'avais pas dit 5 heures. Tu n'avais pas dit que tu rentrerais en sentant comme un bar étudiant du quartier latin. Elle a ri. Un son court et sec qui n'a pas atteint ses yeux. Je ne savais pas que j'avais un couvre-feu. Je ne savais pas que tu vivais encore comme si tu avais 22 ans. Ses yeux ont lancé des éclairs. Waouh, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant du mec qui n'a pas quitté la maison après 21 heures depuis 3 ans. Ça a frappé plus fort que je ne l'ai laissé paraître, mais je n'ai pas bronché. Parce que j'étais à la maison avec toi, à construire quelque chose, pendant que tu faisais je ne sais quoi. J'ai pointé vaguement du doigt son allure débraillée, essayant d'empêcher ma voix de se briser. Je ne te trompe pas, Julien, a-t-elle dit trop vite. J'ai dansé. J'ai bu. J'ai ri. C'est illégal maintenant? Non, ai-je dit calmement. Mais mentir par omission, oui, ça c'est nouveau. Elle a levé les yeux au ciel et a tourné les talons. Je suis fatigué. J'ai des réunions demain matin. Je l'ai regardé se diriger vers les escaliers comme si je n'existais même pas. Camille. Elle s'est arrêtée sur la première marche mais ne s'est pas retournée. Tu es la directrice de tout un département universitaire. Tu rentres chez toi à minuit dans un état lamentable, en balayant ton mari comme un stagiaire. Tu ne vois pas l'image que ça donne? Elle a juste assez tourné la tête pour me lancer un regard en biais. Tu fais toute une histoire pour rien. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être. Ou peut-être que tu essaies de transformer cette maison en quelque chose qu'elle n'était pas censée être. Elle n'a rien répondu. Elle a juste monté les escaliers, un talon à la main, l'autre oublié en bas. Et c'est là que ça a commencé. La première fissure dans le verre. Ce sentiment de vide que l'on ressent quand on réalise que la personne qui dort à côté de nous est peut-être déjà partie. Je suis resté dans cette cuisine silencieuse longtemps après qu'elle a disparu à l'étage. La tisane était froide. Le silence était plus lourd que n'importe quelle dispute. Pour n'importe qui de l'extérieur, nous étions un couple de cadres parisiens respectés et brillants. Belle maison, titres universitaires, jardin bien entretenu. Mais cette nuit-là, quelque chose s'était brisé, et je le savais, parce que la trahison ne crie pas toujours. Parfois, elle sent juste la fumée de cigarettes des clubs et rentre tard à la maison. 3 nuits plus tard, mon téléphone s'est allumé à 2h11 du matin. L'écran affichait Chloé, une collègue de Camille, une amie à elle de l'université, à peine une connaissance pour moi. J'ai répondu par instinct, le cœur battant déjà la chamade. Julien, je suis tellement désolé d'appeler si tard, a balbutié Chloé, la voix tendue par la nervosité. Mais Camille elle ne va pas bien. Elle est au rouge, rue de la Roquette. Elle est un peu, elle a trop bu. J'ai essayé de la mettre dans un Uber, mais elle est ingérable. Je me suis redressé dans le lit, me frottant les yeux. Où est-elle exactement? Est-elle en sécurité? Elle rit et elle danse, si ça compte. Je ne voulais juste pas la laisser seule.
Elle dit qu'elle va bien, mais Julien, tu peux venir la chercher? Je n'ai pas hésité. Le rouge était bruyant, même de l'extérieur. Des lumières bleues pulsaient à travers les vitres teintées. Une file de jeunes d'une vingtaine d'années serpentait sur le trottoir. La plupart d'entre eux avaient l'air de n'avoir jamais connu une réunion matinale de leur vie. J'ai repéré Chloé en premier, debout près du videur, serrant son téléphone et faisant les 100 pas. Elle est à l'intérieur, a-t-elle dit à la seconde où je suis sorti de ma voiture. Julien, je ne savais pas qu'elle se mettrait dans cet état. Elle en était déjà à 2 verres quand je suis arrivé, et, je m'en occupe, ai-je dit, la dépassant déjà. À l'intérieur, c'était le chaos, chaleur humaine, verres renversés, un flot de lumière stroboscopique et des basses résonantes. Il m'a fallu moins de 2 minutes pour la trouver. Elle était là, dans une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Riant, tournoyant, la tête en arrière dans un abandon insouciant, la main d'un homme sur sa taille. Pas inapproprié. Pas encore. Mais beaucoup trop familier. Je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai même pas bronché. Camille, ai-je dit doucement en me plaçant à côté d'elle. Elle s'est tournée, plissant les yeux comme si elle n'arrivait pas à me remettre. Oh, regardez qui voilà, a-t-elle chanté. Le professeur Julien et sa mission de sauvetage de minuit. Allez, on y va, ai-je dit fermement. Elle a souri paresseusement, posant une main sur mon torse. Je ne suis pas encore prête à rentrer. Tu pars maintenant. Elle m'a regardé, vraiment regardé, et puis quelque chose a changé dans son expression, une lueur de culpabilité. Elle s'est retournée et a fait un vague signe de la main à son groupe, puis m'a suivi dehors sans un mot de plus. Le silence dans la voiture était assourdissant. J'ai attendu que nous soyons sur le périphérique pour parler. Tu es la directrice d'un département universitaire, Camille, une leader. Tu comprends l'image que ça donne d'être ivre en public sous les yeux de tes étudiants? Oh, arrête, a-t-elle gémi, appuyant sa tête contre la vitre. Tu crois que je t'ai fait honte? Ce n'est pas une question de honte. C'est de l'inconscience. Elle s'est tournée vers moi, riant amèrement. Tu crois que parce que je dirige un département, je n'ai pas le droit d'être humaine? Mon Dieu, Julien, je passe toute la journée à être irréprochable et professionnel. Parfois, j'ai besoin de décompresser. Désolé si ça offense ton image de moi. Je ne suis pas offensé, ai-je dit doucement. Je m'inquiète pour toi. Pour nous. Oh, ça va, a-t-elle marmonné. Tout n'est pas une crise. Je suis sorti. Je me suis amusé. J'ai un peu trop bu. Fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ai-je répliqué. C'est la 2e fois en moins d'une semaine que tu rentres dans cet état. Elle a levé les yeux au ciel. Et alors? Maintenant tu comptes? Tu tiens un dossier? Je dois pointer comme si j'étais dans une résidence universitaire? J'ai serré le volant plus fort, la mâchoire crispée. Je veux juste comprendre ce qui t'arrive. Ce qui m'arrive, a-t-elle explosé en se redressant. Je suis fatigué. Fatigué de tout porter. Fatigué d'être celle dont les gens attendent qu'elle gère tout à la perfection. Parfois, je veux juste disparaître dans le bruit et la musique, et oublier qui je suis pendant quelques heures. Ce n'est pas la Camille que j'ai épousée. Non, a-t-elle dit en regardant de nouveau par la fenêtre. Cette Camille-là aurait déjà craqué depuis longtemps. Le reste du trajet s'est passé en silence. Pas de musique, plus de mots, juste le son des pneus tranchant l'asphalte froid et le tic-tac de l'horloge sur le tableau de bord. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, elle ne m'a pas attendu. Elle est sortie, talon à la main, et a monté les marches pieds nus sans se retourner. Je suis resté là encore quelques minutes, fixant la porte d'entrée fermée. Quelque chose s'était déréglé, pas seulement en elle, mais en moi. Ce n'était pas une phase. Ce n'était pas le stress. C'était une femme qui se détachait de sa vie et qui se fichait de savoir qui le remarquait. Et je n'allais pas être le mari qui supplie. Je serais celui qui observe. Et quand la vérité éclaterait enfin, je serais déjà prêt. L'odeur d'un café noir corsé a flotté dans la cuisine comme une offre de paix le lendemain matin. J'étais debout près de l'îlot central, 2 tasses déjà servies. J'avais même fait chauffer les madeleines qu'elle aimait bien, achetées en boulangerie, mais elle ne s'en plaignait jamais. Camille est descendue tard,
bougeant plus lentement que d'habitude. Toujours en peignoir, sans maquillage, les cheveux attachés grossièrement. Elle avait l'air fatiguée, comme si le poids de la nuit dernière commençait à la rattraper. J'ai glissé une tasse vers elle. Du café fort. Elle l'a pris sans un mot, s'est assise à la table, les yeux dans le vague. Pendant un moment, nous avons juste bu en silence. Puis je me suis lancé. J'ai réfléchi, ai-je dit doucement. Peut-être qu'on devrait parler à quelqu'un. Ses yeux se sont plissés. Quelqu'un. Un thérapeute. Juste quelques séances. Elle a soufflé bruyamment, comme si j'avais dit une insulte. Tu penses que je suis cassé maintenant? Non. Je pense que nous sommes déconnectés et je veux arranger ça. Elle a secoué la tête, s'adossant à sa chaise. Tu veux me réparer, Julien? C'est ça la différence. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu pensais, a-t-elle lâché. Tu fais toujours ça. Tu essaies de gérer les choses comme un projet. Tu me vois traverser une mauvaise passe, et au lieu d'écouter, tu planifies une solution. Camille, s'il te plaît. Non, a-t-elle dit, la voix montant. Ne me fais pas le coup du Camille, s'il te plaît. Tu veux une femme qui sourit, qui garde la maison propre, qui rentre à 22h et ne lève jamais la voix. Mais devine quoi? Je ne suis pas ton assistante, et j'en ai marre d'être ton petit trophée pour les dîners de faculté. Je l'ai regardé, la morsure vive et profonde. C'est comme ça que tu me vois. Elle s'est levée brusquement, son café intact. Je vais à la salle de sport. Elle n'y est pas allée. Elle est partie 20 minutes plus tard, vêtue d'une veste en cuir et d'un jean, sans aucun sac de sport en vue. Et je l'ai suivie. Je suis resté 2 voitures derrière, prudent à chaque feu rouge. Elle n'a jamais regardé dans son rétroviseur. Elle était trop sûre que je ne la suivrais pas, mais je l'ai fait. Le rouge, encore, un lundi. Je me suis garé à une rue de là et j'ai attendu 10 minutes avant d'entrer. C'était plus calme que l'affluence du week-end, mais la musique pulsait toujours et les lumières fendaient l'obscurité comme des veines électriques. Je l'ai repéré près du bar, riant, flirt. ANT, dansant, et le garçon avec elle, il était plus jeune, trop jeune, grand, les cheveux bruns bouclés, portant un sweat à capuche de l'université. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce visage. Hugo Laurent, étudiant en licence de sciences politiques. Un garçon brillant. Elle l'avait mentionné une fois lors d'un dîner il y a des mois. Elle avait vanté son potentiel. Maintenant, il avait sa main sur sa taille. Je ne suis pas allé les confronter. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas respiré. J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement et j'ai gardé mes distances. Il dansait de près. Elle s'est penchée, a chuchoté quelque chose. Il a souri. C'était suffisant. Je m'éclipsai silencieusement, sans être remarqué. De retour dans ma voiture, j'ai fixé l'écran. 30 secondes de vidéo. Juste assez. Pas pour l'humilier, mais pour confirmer la vérité que je ressentais déjà au plus profond de moi. Il ne s'agissait pas de décompresser. Il ne s'agissait pas de stress. C'était une trahison avec un nom et une carte d'étudiant. Il était un peu plus de minuit quand je me suis assis seul dans mon bureau. La seule lumière provenait de la lampe de bureau et de la lueur de mon téléphone. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Camille n'était pas rentrée. J'ai repassé la vidéo une fois. Puis encore. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'elle montrait. Pas une erreur, pas de la confusion, mais de l'assurance, du confort, de la familiarité. J'ai posé le téléphone et j'ai pressé mes doigts sur mes tempes. Là-bas, dans une boîte bondée, elle n'avait pas juste franchi une limite. Elle l'avait effacée. Avec un étudiant, avec des témoins, avec un mépris total pour la vie que nous partagions ou la réputation qu'elle protégeait si farouchement pendant la journée. Je n'étais pas encore en colère. J'étais lucide. J'ai ouvert notre fil de messages. Moi, où es-tu? 3 petits points sont apparus presque instantanément. Camille, sortie. Pourquoi? J'ai fixé l'écran, laissant le calme s'installer avant de répondre. Moi, il est plus de minuit. Une pause cette fois. Plus longue.
Camille, et alors? Et j'ai expiré lentement. Moi, il faut qu'on parle. Sa réponse est venue, sèche et désinvolte. Camille, de quoi? Tu me suis maintenant aussi? Ma mâchoire s'est crispée. Moi, rentre à la maison. Une autre pause. Puis Camille, honnêtement, Julien, si tu n'aimes pas la façon dont je vis ma vie, on devrait peut-être juste divorcer. J'ai senti que quelque chose se mettait en place, comme un verrou qui tourne enfin. Aucun déni, aucune excuse, aucune peur, juste une menace dont elle pensait clairement qu'elle fonctionnait encore. J'ai repris le téléphone, le pouce en suspens. Moi, tu es sûr de vouloir dire ça? Des secondes ont passé. Puis, Camille, j'en ai marre d'être interrogé. Je ne serai pas contrôlé. Contrôlé. J'ai regardé autour du bureau, les étagères que j'avais construites, les photos encadrées des colloques auxquels nous avions assisté ensemble, les prix qu'elle avait insisté pour que nous accrochions là où les invités pourraient les voir. Le contrôle n'avait jamais été le problème. Moi, j'ai demandé où tu étais. C'est tout. Elle a répondu avec un emoji qui pleure de rire. C'est là que j'ai su. Je n'ai pas tapé un mot de plus. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. J'ai joint la vidéo. 30 secondes. Pas de légende. Juste la vérité. L'accusé de réception est apparu. Puis rien. 1 minute a passé. 2. Mon téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. Il a sonné encore et encore. Finalement, un message est arrivé. Camille, où as-tu eu ça? J'ai attendu. Camille, Julien, ce n'est rien. Tu réagis de manière disproportionnée. Je me suis adossé à ma chaise, me sentant étrangement serein. Moi, c'est un étudiant de ton département. Pas de réponse. Puis, Camille, efface-la. Tout de suite. J'ai failli sourire. Moi, non. La bulle de frappe est apparue, a disparu, et réapparue. Camille, tu essaies de me détruire. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue sombre. Moi, tu as fait ça toute seule. Un autre appel. Je l'ai laissé sonner dans le vide. Le silence qui a suivi m'a semblé différent d'avant. Pas lourd, mais net. Pour la première fois depuis des semaines, je n'en étais plus aux suppositions. Le mariage ne m'échappait pas. Il était déjà terminé, et j'en sortirais sans élever la voix, seulement avec la vérité dans ma poche. La porte d'entrée s'est ouverte avec une telle violence qu'elle a fait trembler le cadre. Je n'ai pas bronché. J'étais toujours dans mon bureau, assis, calme, le téléphone face contre le bureau à côté de moi. Les talons de Camille ont claqué dans le couloir avec le désespoir de quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle ne pouvait pas défaire ce qu'elle avait déjà enclenché. Elle a fait irruption dans l'embrasure de la porte, la poitrine haletante, le regard fou. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent, son rouge à lèvres effacé, et sa voix s'est brisée au moment où elle a parlé. Julien, s'il te plaît, supprime cette vidéo. Je n'ai rien dit. Elle a fait un pas tremblant en avant. Tu ne comprends pas. Ça pourrait tout détruire. Si quelqu'un d'autre la voit, si le conseil d'administration. Je ne l'ai pas envoyé au conseil, ai-je dit, croisant son regard pour la première fois. Elle s'est arrêtée, le souffle coupé. Puis elle a laissé tomber son sac et s'est approchée, les mains tremblantes. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne l'ai pas enregistré par vengeance, ai-je dit d'un ton égal. Je l'ai enregistré pour me réveiller, et ça a marché. Elle a cligné des yeux rapidement. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste un étudiant. Je le supervise. Il avait besoin d'aide et on a bu quelques verres et je me suis laissé emporter. Tu as dansé avec lui. J'avais bu. Tu as flirté. Je ne voulais pas. Il t'a touché. Elle s'est figée. Je me suis levé lentement. Tu as franchi la ligne, Camille. Pas seulement en tant que ma femme. En tant que directrice de département. Ce garçon est sous ta responsabilité. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Puis soudain, elle s'est effondrée par terre. Pas de manière théâtrale, pas de manière fausse. Ses jambes ont lâché. Elle s'est agenouillée sur le tapis devant moi,
fixant mes chaussures comme si elle pouvait détenir la réponse. J'ai fait une erreur, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu. Tu as fait un choix. Ses mains se sont agrippées à l'ourlet de mon pull comme si elles s'accrochaient au dernier fil de sa dignité. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. S'il te plaît, on peut arranger ça. J'arrêterai de boire. Je couperai les ponts. Je démissionnerai si tu veux. Donne-moi juste une chance. Je ne te demande pas de démissionner, ai-je dit. Je te demande de lâcher prise. Sa tête s'est relevée d'un coup. Lâcher prise. Je veux le divorce, ai-je dit clairement. Pas de drame, pas de scandale public, pas de batailles judiciaires interminables. Juste propre et rapide. Elle a secoué la tête, les larmes montant à ses yeux. Julien, non. On peut aller en thérapie. Je le ferai cette fois. Je le jure. Supprime juste la vidéo et laisse-moi te prouver que je peux changer. Je t'ai déjà donné cette chance, ai-je dit. Et tu m'as ri au nez. Tu as dit divorçons comme si ça ne voulait rien dire. Je ne le pensais pas, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Moi oui, ai-je dit. La pièce est devenue immobile. La femme agenouillée devant moi n'était pas la Camille qui avait l'habitude de dominer les amphithéâtres et les réunions de faculté avec son esprit vif et ses talons de femme de pouvoir. C'était quelqu'un de perdu, de désespéré. Et d'une certaine manière, même en la regardant de haut, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti de la liberté. Elle a dégluti difficilement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Un avocat, ai-je dit simplement. C'est tout. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Et la vidéo? Elle reste avec moi. Si tu essaies de te battre, si tu fais traîner les choses ou si tu rends ça public, je l'utilise. Elle a hoché la tête lentement, les larmes glissant sur ses joues. Je suis passé à côté d'elle, sortant du bureau pour aller dans la cuisine. La tisane de tout à l'heure était toujours là. Froide. Je l'ai jetée et j'ai commencé à faire bouillir de l'eau pour une nouvelle tasse. Derrière moi, je l'ai entendu se lever. Ses pas étaient plus doux maintenant. Vaincu. J'appellerai quelqu'un demain matin, a-t-elle dit doucement depuis l'embrasure de la porte. Je ne me suis pas retourné. Merci, a-t-elle ajouté, de ne pas m'avoir détruite. Je me suis finalement retourné. Ça ne m'intéresse pas de te détruire, Camille. Je veux juste ne pas être détruit par toi. Elle a fait un signe de tête brisée, puis est montée à l'étage sans un mot de plus. Cette nuit-là, j'ai dormi seul dans la chambre d'amis. La pièce était froide, mais mon esprit était enfin apaisé. Plus de questions, plus d'attentes, juste la paix. 6 mois plus tard, j'ai échangé les murs de verre et le silence contre la lumière du soleil et l'odeur de la peinture à l'huile. Aix-en-Provence était plus lente, plus douce. Mon appartement se trouvait au-dessus d'une boulangerie et chaque matin sentait le levain frais et l'espresso torréfié. Le bruit ne me dérangeait pas, le fracas des livraisons ou les gamins en skate. Je l'accueillais avec plaisir. Ça me rappelait que j'étais dans un nouvel endroit. Mais ce qui faisait vraiment la différence, c'était Élise. Je l'ai rencontrée lors d'un marché d'art local. Elle vendait de petites toiles, assise pieds nus sur une chaise pliante, des taches de peinture sur les jointures. Elle n'était ni bruyante ni tapa à accent grave-l'œil. Elle n'a pas essayé de me vendre quoi que ce soit. En fait, elle a à peine remarqué que je me tenais là jusqu'à ce que je m'éclaircisse la gorge 2 fois. Désolé, a-t-elle dit avec un sourire. J'essayais de savoir si je détestais celle-ci ou si je la regrettais juste un peu. J'ai baissé les yeux sur la toile. On dirait un regret avec un beau cadre. Ça l'a fait rire. Vraiment rire. Et c'était chaleureux, sans complications. On a pris un café 2 jours plus tard, puis un dîner, puis une promenade le long du cours Mirabeau qui m'a semblé plus honnête que la majeure partie de mon mariage. Maintenant, Élise passe la plupart de ses matinées dans le petit atelier. Elle s'est installée dans l'arrière-boutique. Les murs sont éclaboussés de couleurs, et chaque coin renferme une humeur différente. De l'espoir, de la frustration, de la joie, même un peu de chaos. Ce matin, elle peignait le ciel. Tu es levé tôt, ai-je dit, appuyé contre l'encadrement de la porte, tenant toujours mon mug. Je n'arrivais pas à dormir, a-t-elle répondu en brossant une traînée orange dans le coin. Ça faisait trop de bruit dans ma tête. J'ai hoché la tête.
Je connaissais bien ce sentiment. Elle s'est soudainement tournée vers moi. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de jouer un rôle avec elle? Ça m'a pris au dépourvu. Pas parce qu'elle avait tort, mais parce que je ne l'avais jamais dit à voix haute auparavant. Je me suis assis sur le rebord de la fenêtre. Tout le temps. Comme si j'étais une version de moi-même bien répétée, polie, serviable, prévisible. Elle m'aimait mieux comme ça. Élise n'a pas parlé tout de suite. Elle a juste pris un pinceau, l'a trempé dans le jaune, et a dit doucement « Je t'aime mieux quand tu es brouillon ». J'ai souri. Ça fait longtemps que je n'ai pas été brouillon. Eh bien, a-t-elle dit avec un clin d'œil, il est grand temps. Plus tard ce jour-là, nous nous sommes assis par terre avec du café et des livres. Pas de télé, pas de conversation forcée. À un moment, elle a cherché ma main sans regarder. Je ne l'ai pas retirée. Tu n'as pas besoin de toujours te justifier, a-t-elle dit soudainement. Tu peux juste être là. Ça a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de peur, de soulagement. Parce que pour une fois, je n'étais ni étudié ni mesuré. J'étais juste vu. Elle ne posait pas de questions sur Camille, sauf si j'en parlais. Et quand je le faisais, Élise écoutait calmement, sans m'interrompre, sans jugement. Elle ne m'a pas dit que je méritais mieux. Elle ne m'a pas dit que Camille était un monstre. Elle a juste demandé, est-ce que ça a fait aussi mal que ça en a l'air? Et quand j'ai hoché la tête, elle a hoché la tête aussi. Comme si cette réponse suffisait. C'est ça le truc avec Élise. Elle ne te répare pas. Elle n'essaie pas. Elle te fait juste de la place pour que tu puisses respirer à nouveau. Et pour la première fois depuis des années, j'apprenais ce que respirer signifiait vraiment. C'était un après-midi de fin novembre, froid et cassant. La pluie brunait contre les fenêtres comme un doux avertissement, et j'étais en train de plier le linge quand la porte de l'appartement s'est ouverte à la volée. Élise. Elle est entrée précipitamment, trempée, les mains tremblantes, le visage pâle, les yeux écarquillés. Quelque chose n'allait pas. Élise, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle est restée là dans l'entrée, serrant ses clés, les épaules tremblantes alors qu'elle sortait un bout de papier plié de la poche de son manteau. J'ai traversé la pièce en 3 enjambées et le lui ai pris. Ce n'était pas long. Tu n'es pas en sécurité avec lui. Pars maintenant ou tu le regretteras. L'écriture, la pression des traits. Je l'ai reconnu instantanément. Camille. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre, ai-je demandé d'une voix sourde. Elle a hésité puis a dégluti. Le mot a été laissé sur mon pare-brise. Mais avant ça, quelqu'un a rayé le côté passager avec une clé. Des lignes profondes et grossières, comme si on voulait que je le remarque. Ma mâchoire s'est crispée. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Élise a secoué la tête. Mais c'était elle. Julien, je le sais. Elle m'a envoyé un message la semaine dernière depuis un faux compte. Le même langage, le même ton. Je l'ai bloqué. J'ai passé une main dans mes cheveux, essayant de garder une voix égale. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que je pensais qu'elle arrêterait. Je pensais que si je restais silencieuse, elle finirait par disparaître. Je l'ai serrée contre moi. Elle ne disparaît pas. Elle passe à la vitesse supérieure. Élise a enfoui son visage dans mon torse. Sa voix était étouffée. Elle m'a dit de te quitter. A dit que j'étais une relation pansement. Que je ne sais pas qui tu es vraiment. Je l'ai tenue plus fort. Elle a tort. Je sais, a chuchoté Élise. Mais Julien, j'ai eu peur. Pas d'elle. Juste de ce que ça pourrait devenir. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me détestait pour le simple fait d'être aimé. Cette phrase m'a touché en plein cœur. Je me suis reculé doucement, je l'ai regardé dans les yeux. Je te promets que ça s'arrête maintenant. Plus d'avertissement. Plus besoin de marcher sur des œufs. Sa voix était toute petite. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais finir ce qu'elle a commencé, ai-je dit. Mais à mes conditions. Nous sommes restés là un moment. Tous les deux respirant dans la tempête qui se préparait silencieusement entre nos vies et l'ombre de Camille. Tu n'as pas à me protéger, a murmuré Élise. Je ne suis pas fragile.
Je sais, ai-je dit. Mais quelqu'un a franchi la ligne aujourd'hui, et je ne laisse pas passer ça. Sa main a retrouvé la mienne. Sois juste prudent. Ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Mais à l'intérieur, je savais déjà ce qui devait se passer ensuite. Ce n'était plus seulement de l'amertume. C'était de l'intimidation, du harcèlement, une menace envers quelqu'un que j'aimais. Et Camille avait officiellement joué son dernier coup. Maintenant, c'était à mon tour. Si cette partie résonne en vous, mettez un pouce bleu à la vidéo. Le lendemain matin, je suis entré dans le cabinet d'avocat de Maître Lemoine et associé en portant le seul manteau de laine que je possédais. C'était un mercredi. Il faisait froid. Le genre de froid qui s'insinue dans vos mains peu importe à quel point vous serrez les poings dans vos poches. La réceptionniste a levé les yeux quand je suis entré. Monsieur Rousseau? Oui. Maître Garnier va vous recevoir maintenant. À l'étage. Le bureau sentait le bois ciré et la vieille moquette. Le genre de silence propre au milieu juridique. Un homme d'une cinquantaine d'années s'est levé à mon entrée. Des cheveux gris gominés, des lunettes fines, un visage qui avait vu des décennies de mensonges et d'heures facturables. Julien Rousseau, a-t-il dit en tendant la main. J'ai été briefé sur votre dossier. Asseyez-vous. Je lui ai passé la clé USB. C'est ça, a-t-il demandé. Une vidéo d'il y a 6 mois, filmée par moi en public. Une vue claire d'elle, Camille Rousseau, dansant avec un étudiant de son département. Il a inséré la clé dans son ordinateur portable. Nous avons tous les deux regardé en silence. J'ai gardé les yeux fixés sur lui, pas sur l'écran. Je l'avais vu assez de fois pour en connaître chaque image par cœur. Quand ce fut fini, il a expiré lentement, a fermé le clapet. C'est la fin d'une carrière. Vous en êtes conscient? Je le suis. Elle est toujours en poste, c'est exact? Oui. Et vous voulez déposer cela de manière anonyme auprès du conseil d'administration de l'université? Non. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon nom y figurera. Pas de fuite par la porte de derrière, pas de jeu caché. Je veux que ce soit fait dans les règles. Il m'a étudié pendant une seconde. C'est rare. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit. C'est une question de responsabilité. Vous comprenez que cela peut la ruiner professionnellement. Enquête complète, démission probable, potentiellement sur liste noire pour les autres universités. Je ne demande pas de punition, ai-je dit. Je demande la vérité. Si j'avais fait ce qu'elle a fait, vous et moi savons que les retombées auraient été immédiates. Il a hoché la tête. Vous avez raison. J'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et j'ai fait glisser un dossier en carton sur la table. Nom des témoins, employés de la boîte de nuit qui se souviennent d'elle. J'ai parlé à l'un d'eux. Il est prêt à confirmer la présence fréquente de l'étudiant. Maître Garnier l'a ouvert, l'a feuilleté. Vous avez fait vos devoirs. J'ai eu le temps. Il s'est adossé à sa chaise, croisant les doigts. Je vais tout déposer aujourd'hui. Le conseil prendra ça très au sérieux. Préparez-vous à des questions, peut-être même une déposition. Il risque de vous contacter. J'ai hoché la tête. Je suis prêt. Il m'a passé une feuille unique. Alors signez ici pour autoriser la diffusion sous votre nom. J'ai pris le stylo sans hésitation. Aucun tremblement. Aucune pause. Signature, Julien Rousseau. Quand je me suis levé, Garnier s'est levé aussi. Vous ne verrez peut-être jamais le résultat directement, a-t-il dit. Mais ça viendra, je vous le promets. Je n'ai pas besoin d'en faire les gros titres, ai-je répondu. J'ai juste besoin de dormir sans vérifier les serrures 2 fois. Je suis parti sans un mot de plus. Dehors, le ciel était plat et gris. Des flocons de neige dansaient en cercle dans la rue. J'ai zippé mon manteau, glissé mes mains dans mes poches, et commencé à marcher. Et à chaque pas dans le froid, mon corps se sentait un peu plus léger. Pas parce que j'avais riposté, mais parce que j'avais enfin fait un pas en avant. 2 jours après le dépôt, j'ai entendu frapper. Pas un coup poli, pas désinvolte. C'était urgent, irrégulier, comme quelqu'un qui n'était pas sûr d'avoir le droit d'être là, mais qui ne pouvait pas s'en empêcher de toute façon. J'ai ouvert la porte pour trouver Camille de l'autre côté.
Elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait l'habitude de commander des salles avec un sourcil levé et un porte-bloc. Ses yeux étaient injectés de sang. Son manteau pendait lâchement sur sa carrure. Le maquillage était étalé sur les bords, comme si elle avait pleuré et essayé de le réparer, puis avait abandonné à mi-chemin. Son souffle formait de rapides nuages blancs dans l'air froid de décembre. « Élise n'est pas là, ai-je dit doucement. « Je ne suis pas là pour elle, a murmuré Camille, la voix fragile. « Je suis là pour toi. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert la porte plus grand. « Tu n'aurais pas dû venir. »« Je sais, a-t-elle dit, et ce seul mot s'est brisé. Pendant une longue seconde, aucun de nous n'a rien dit. Puis elle a croisé les bras sur sa poitrine et a fait un pas en avant, franchissant à peine le seuil. « J'ai reçu l'appel du conseil d'administration de l'université ce matin, a-t-elle dit. Ils ont lancé une enquête formelle. Ils m'ont posé des questions sur Hugo, sur la boîte, sur tout. J'ai observé ses yeux, pas ses mots. Je voulais savoir si elle était venue pour se battre ou pour avouer. Je n'ai pas menti, a-t-elle ajouté. Je leur ai dit la vérité. En grande partie. Je suis resté silencieux. Ils ont dit qu'ils avaient une vidéo, a-t-elle chuchoté, que quelqu'un l'avait soumise officiellement avec son nom dessus. Tu n'as même pas essayé de le cacher, n'est-ce pas? Non. Elle a baissé les yeux. Tu aurais pu m'enterrer anonymement, mais tu voulais que je voie ton nom à la fin. Non, ai-je dit d'un ton égal. Je voulais juste que la vérité arrête de se cacher derrière des portes closes. Ça l'a fait taire. Après un moment, elle a reculé du seuil et s'est appuyée contre le mur de briques à côté de la porte. J'ai cru que si tu me voyais là-bas, rire, danser, lâcher prise, peut-être que tu te rendrais compte que tu tenais encore à moi. Peut-être que tu viendrais me chercher. Mes mains se sont crispées sur le cadre de la porte. Donc, ce n'était qu'un jeu. Elle a grimacé. Non, pas un jeu. Une tactique. J'étais en colère. Tu es passé à autre chose si vite. Cette fille, Élise, elle n'a pas ton passé, ton histoire. J'ai pensé que si je pouvais te faire ressentir ce que je ressentais, tu reviendrais. Mais je ne suis pas parti, Camille, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. Bien avant que je rencontre Élise. Elle a cligné des yeux rapidement, les larmes montant à nouveau. Je ne savais pas jusqu'où je tomberais avant d'avoir déjà sauté. Et maintenant j'ai tout perdu. Le conseil réexamine mon poste. Hugo n'a répondu à aucun de mes messages, il est probablement terrifié à l'idée que j'ai ruiné son avenir. Mes collègues ne me regardent même plus dans les yeux. Et Julien. Sa voix s'est brisée, et pour la première fois, ses genoux ont légèrement fléchi. Pas de drame, pas de mise en scène, du réel. Julien, ça me manque d'être vu par toi. J'ai fermé les yeux brièvement. Cette réplique, être vu. Élise l'avait dit différemment, l'avait fait ressembler à une libération. Mais venant de Camille, ça sonnait comme un reçu de retrait bancaire. Une dernière tentative de dépôt émotionnel. J'ai rouvert les yeux. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Elle a levé les yeux rapidement, stupéfaite. Je ne te déteste pas. J'en ai eu envie pendant un moment, mais ce que je ressens maintenant, c'est de l'espoir. L'espoir que cette douleur devienne le début de quelque chose de mieux pour toi. Ses lèvres ont tremblé. Est-ce que tu m'aimes encore? Je n'ai pas bronché. J'aime la version de toi qui se battait pour nous. Je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. Un unique sanglot s'est échappé de ses lèvres. Je ne reviendrai pas, ai-je dit doucement. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer en t'effondrant devant moi. Elle a essuyé ses joues, étalant encore plus son maquillage. Alors c'est tout. J'ai hoché la tête. C'est tout. Elle a fait un pas en arrière. Ses yeux ont croisé les miens une dernière fois. Dis-lui qu'elle a de la chance, a-t-elle dit doucement. Élise. Dis-lui de prendre soin de toi. Elle le fait déjà. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas ressenti l'ivresse de la vengeance ou de la satisfaction. Je l'ai juste fermé lentement, avec précaution, et j'ai laissé le verrou se remettre en place. De l'autre côté, j'ai entendu ses pas s'éloigner. Sans courir, juste en marchant, plus silencieusement que lorsqu'elle était arrivée. Et dans ce silence, j'ai expiré quelque chose que je ne savais même pas que je retenais.
C'était vraiment fini cette fois. Pas avec de la rage, pas avec du feu, juste avec le bruit silencieux d'une porte qui claque et ne se rouvre pas. La pièce brillait d'une lueur dorée. C'était l'une de ces soirées du réveillon du Nouvel An qui ressemblait plus à un concert de salon qu'à une fête. Des guirlandes lumineuses couraient au plafond, des flûtes de champagne reposaient sur toutes les surfaces. Un tourne-disque fredonnait un jazz doux quelque part en fond. J'étais appuyé contre une bibliothèque, écoutant à moitié un type à lunettes expliquer pourquoi il détestait les bonnes résolutions, quand Élise s'est glissée à côté de moi. Sa main a glissé dans la mienne naturellement, comme si nous l'avions fait 1000 fois auparavant. « Ça va ?» a-t-elle demandé, la voix basse mais chaleureuse. J'ai hoché la tête. « Ouais, je regarde juste l'heure. »« Tu attends les feux d'artifice ou la fin de l'année ?» Les deux, ai-je dit avec un petit sourire. Nous avons siroté nos verres et laissé le bruit de fond s'estomper en un bourdonnement agréable. Élise portait une robe vert sapin, les cheveux glissés derrière une oreille, de la peinture encore à peine visible sur le bout de ses doigts. Ce détail me faisait toujours sourire, comme si elle ne cessait jamais d'être elle-même, même sur son 31. Alors que l'hôte passait en proposant de nous resservir du champagne, j'ai surpris une conversation derrière moi, une demi-phrase qui m'a cloué sur place. Ouais, elle a quitté l'université. Il paraît qu'elle est en Espagne maintenant ou quelque chose comme ça. J'ai tourné légèrement la tête. Deux anciens collègues de Camille discutaient près de la cheminée. L'un d'eux m'a remarqué et m'a fait un signe de tête rapide et maladroit. « Julien, a-t-elle dit, je n'avais pas réalisé que tu étais là. Le monde est petit. » « En effet, ai-je répondu calmement. L'autre femme s'est raclé la gorge. On parlait juste d'eux. Eh bien, tu es probablement au courant. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Camille. Les deux ont hoché la tête. Elle a démissionné la semaine dernière, a dit l'une. Techniquement, elle n'a pas été licenciée, mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Le conseil a été clair. Partir discrètement ou faire face à une procédure disciplinaire publique. Et l'Espagne, ai-je demandé. Barcelone. Un congé sabbatique, ou une fuite, selon à qui on demande, ont-elles gloussé nerveusement, incertaine de la façon dont j'allais le prendre. Merci, ai-je dit simplement, levant légèrement mon verre en guise de reconnaissance. Et puis je me suis retourné vers Élise. Elle n'a pas demandé ce qu'elles avaient dit. Elle me regardait juste, toujours aussi sereine. J'ai expiré par le nez, lentement. Elle est partie. Élise n'a pas réagi avec surprise. Juste un doux serrement de ma main. Tu as l'impression que la page est tournée, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. J'ai l'impression que c'est le calme. Elle a souri. C'est mieux, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la pièce, la lumière chaude, les gens qui riaient, le faible tic-tac de l'horloge murale alors que minuit approchait. Ouais, ai-je dit. C'est mieux. Une acclamation s'est soudainement élevée. 10, 9, 8. Nous nous sommes tournés vers le compte à rebours. Élise a posé sa tête contre mon épaule. 3, 2, 1. Bonne année. La pièce a explosé de bruit. Des verres qui trinquent, des couples qui s'embrassent, quelqu'un soufflant dans un sans-gêne complètement faux. Je n'ai pas dit grand-chose, je me suis juste tourné vers Élise, j'ai fait teinter mon verre contre le sien et j'ai murmuré, à la paix. À notre toile blanche, a-t-elle répondu, les yeux doux et sûrs. Nous avons bu. Et à ce moment-là, je ne pensais pas à qui Camille avait été ou à ce qu'elle était devenue. Je pensais au présent, à la chaleur à mes côtés, à l'espace en moi qui ne faisait plus mal. Plus de blessures à vif, juste des cicatrices guéries et une page blanche. L'air de la nuit était vif et la lune pendait bas au-dessus des arbres, jetant des reflets argentés sur le chemin alors qu'Élise et moi marchions main dans la main dans le parc silencieux. La fête résonnait encore faiblement derrière nous. La musique et les rires s'estompant comme les notes finales d'une longue chanson. Ce type qui chantait du Aznavour au piano, a-t-elle dit en riant doucement. Il n'avait aucune chance d'atteindre ces notes. Aucune, ai-je dit en ricanant. Mais il a essayé comme si sa vie en dépendait. Elle m'a donné un coup de coude taquin. J'ai aimé la façon dont tu n'as même pas bronché quand ils t'ont traîné dans ce cercle pour porter un toast. Je m'améliore pour ne plus fuir. Elle m'a jeté un coup d'œil. J'ai remarqué. Nous avons marché un peu plus loin. Le lac scintillait au loin, calme et sombre.
Puis elle s'est arrêtée. Julien, a-t-elle dit doucement. Merci d'avoir protégé ce que nous avons. D'avoir tracé la ligne quand c'était nécessaire. Je me suis tourné vers elle. Tu ne me l'as pas demandé, ai-je dit, mais j'ai vu ce qui arrivait et je savais que je le devais. Elle a hoché la tête, ses yeux plongeant dans les miens. Ça signifie tout pour moi. Je ne me suis jamais senti aussi en sécurité. J'ai soutenu son regard, mais mon esprit a vagabondé un instant vers la nuit où Camille avait franchi la porte d'entrée en titubant. Le rire sur ses lèvres, la fumée dans ses cheveux. Cette nuit-là avait été la première fracture, la première lueur de quelque chose que je ne voulais pas croire. Et maintenant j'étais là, changé, pas endurci, mais sûr de moi. Je ne me suis pas battu contre Camille, ai-je dit. Je me suis battu pour la paix. Élise a posé sa tête sur mon épaule. Nous avons continué à marcher. La lune au-dessus de nous, le silence autour de nous, et dans ce silence, une vérité tranquille s'est installée dans ma poitrine comme une réponse finale. Certains hommes courent après le chaos. D'autres gardent la paix comme un foyer qui vaut la peine d'être défendu. J'ai choisi la seconde option et je ne regardais plus en arrière. C'était la fin de mon histoire. Je me pose encore une question. Quand Camille est arrivée à ma porte en pleurant, pensez-vous qu'elle regrettait vraiment ce qu'elle avait fait ou avait-elle juste peur des conséquences ?